à cette émission de J'aime le communautaire. Alors, une émission présentée cette année par 3 regroupements engagés au quotidien pour la justice sociale. Donc, le regroupement des organismes communautaires de l'Estrie, donc le ROC, et aujourd'hui, c'est notre émission au ROC. Ensuite, il y a aussi la TACA, donc la Table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie, et SPE, Solidarité populaire Estrie. Donc, à chaque mercredi à 13h, on se relaie comme ça les regroupements. Donc, mon nom est Claudia Fioré-Leduc et je suis avec vous pour animer cette belle heure en très bonne compagnie, comme toujours, et vous présenter, comme à chaque semaine dans cette émission-là, depuis le début, en fait, de l'année 2023, des enjeux actuels en lien avec la justice sociale. Aujourd'hui, mercredi le 8 mars, ça s'inscrit dans une semaine bien spéciale parce que c'est la journée, en fait, la journée même internationale des droits des femmes. La semaine dernière, l'émission a été présentée par Concertation Femmes Estrie. Et donc, cette semaine, c'est nous à l'horaire. Il y aura, oui, c'est sûr que au ROC et dans le mouvement communautaire, c'est un groupe majoritairement féminin, mais on traitera pas spécifiquement là de féminisme parce qu'entre autres, on n'est pas les spécialistes. On aime bien laisser ça justement à nos collègues. Aujourd'hui, on va jaser. Je suis très bien entourée. J'ai mes collègues du ROC avec moi. Dominique Vigneux-Parent, qui est directrice. Bonjour, Dominique. Bonjour, Claudia. Et Émilie Théroux, qui est agente aux communications. Oui, bonjour, Claudia. Au ROC de l'Estrie. Ton micro est pas très fort. Ah, t'as le 3. T'es une coquine, toi, là. Vas-y. Oui, là, vous allez m'entendre. Oui, je crois que oui. J'avais pas le bon. Alors... Donc, merci d'être là, les filles. Aujourd'hui, on va parler de comment un peu les organismes communautaires qui sont membres au ROC, donc les organismes communautaires financés par le ministère de la Santé et des Services sociaux, comment ça marche un peu au niveau de ce financement-là. Et en ce moment, il y a des choses qui se brassent là, pas cool, des choses pas cool. Et on va tenter de vulgariser un peu les enjeux qui ont vraiment des grands impacts pour nos groupes communautaires, donc sur le terrain. On va aussi parler d'une journée spéciale que le ROC organise le 4 avril prochain, qui s'intitule Ensemble pour de meilleures conditions. Donc, ça parle de conditions de travail, de pénurie de main-d'œuvre. Hein. Nous aussi, ça nous touche dans le milieu communautaire. On va en parler. Et la fin de l'émission sera consacrée à un petit segment sur la justice reproductive et un peu de militance féministe, parce que aussi, on est des féministes dans l'âme ici, quand même, au ROC. Alors... Si on commence avec Dominique, on a décidé de commencer l'émission avec un petit crunch que nous allons parsemer de pièces musicales durant l'émission. Ne vous inquiétez pas. Alors, Dominique, directrice au ROC, c'est un de tes mandats principal au niveau de toute l'histoire un peu du PSOC, la gestion du PSOC. On est quand même interlocuteur au ROC. Et en ce moment, donc, en fait... On en parlait un peu avant l'émission, là, de situer un petit peu les gens sur qu'est-ce qu'est le PSOC, le programme de soutien aux organismes communautaires. Ben oui, Claudia, le PSOC, là, c'est né dans les années 90. À cette époque-là, il y avait seulement moins de 100 groupes là, qui étaient financés via ce programme-là. Financés par le gouvernement. Oui, financés par le gouvernement, par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et le gouvernement provincial, spécifions-le, c'est pas du fédéral qu'on soit majoritairement non, financement. En effet, c'est un financement provincial. Puis avec le temps, là, aujourd'hui... Ces groupes-là se sont multipliés, puis on a environ 3400 organismes maintenant qui sont financés au PSOC. Donc, on peut dire que ça a explosé avec les années. Oui, parce que c'est ça, il y a des besoins un peu partout. Les groupes dans toutes les régions du Québec se sont multipliés pour s'adapter aux besoins dans les communautés. Là. Exactement. Puis ces groupes-là là, sont nés dans la foulée de la régionalisation qu'on appelle. Ça veut dire... que ces groupes-là sont gérés en région, donc par toutes les 6 CIUS de chaque région. Mais ils sont aussi sous l'égide, comme on le disait, de façon nationale, du ministère de la Santé et des Services sociaux, le MES, qu'on appelle souvent dans notre jargon. Mm-hmm.
Donc, les groupes sont financés via, donc du ministère de la Santé et des Services sociaux, mais leur bailleur de fonds principal, c'est les CIS ou les CIUS. Donc, ici, c'est le CIUS de l'Estrie, CHUS directement. Directement. Oui. Ouais. Et donc, en ce moment, il y a des travaux sur un nouveau cadre normatif qui se font actuellement avec le ministère de la Santé et des Services sociaux parce que rappelons-le que les cadres, puis comment un peu toutes les cadres qui gèrent un peu ce programme-là, ça a toujours été négocié avec les regroupements, avec les interlocuteurs, les représentants du milieu communautaire, puis chacune, que ce soit la politique de reconnaissance de l'action communautaire ou des cadres, ils ont toujours été négociés. Il y a toujours comme des va-et-vient, des tables où est-ce que le milieu communautaire peut s'exprimer, amener ses enjeux et tout ça. Puis là, il y a le ministère qui arrive avec des versions. Mais là, il y a ça qui se passe aussi en ce moment avec un nouveau cadre normatif. Oui, en effet, il y a ça. Le ministère, là, actuellement, il tente vraiment d'enfoncer dans la gorge. Ouais. Je prendrais vraiment ce mot-là. On n'est pas vraiment en négociation. Non, on n'est pas vraiment en négociation. Okay. Donc, il tente d'enfoncer dans la gorge un nouveau cadre normatif qui va avoir un impact quand même considérable sur le financement de ces 3400 organismes communautaires-là, autonomes en santé et services sociaux. Fait que c'est pour ça qu'on réagit un peu, puis que ça nous inquiète. Donc, ça nous inquiète et bien là, ces enjeux-là qui se passent au national, nous, notre job de ROC, c'est de faire comprendre un peu à nos membres, donc les groupes, les organismes communautaires, les personnes qui sont sur les conseils d'administration, qui font partie des équipes des groupes communautaires, de comprendre un peu ces enjeux-là, qu'est-ce qui se passe un peu au-dessus de leur tête pour qu'on agisse peut-être, pour contrer ça. Donc, vous avez organisé un grand Zoom national à ce sujet-là le 15 février dernier. Un grand Zoom. Ben oui, un grand Zoom là, qui a été organisé par la CTROC. Ça, c'est la Coalition des tables régionales d'organismes communautaires. C'est comme notre regroupement national qui regroupe l'ensemble des troc-roc qui sont dans chaque région du Québec. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas habitués à notre langage de communautaire, on adore les acronymes. Donc, le regroupement des organismes communautaires, nous sommes un ROC, mais dans d'autres régions, il y a des troc, il y a une tracaro, il y a une cracate. Donc, nous, ici, c'est un ROC en Estrie. En effet. Et donc, on a organisé un grand Zoom. Y a-t-il une bonne participation des organismes? C'était presque complet, Claudia, parce qu'il y avait seulement 1000 places disponibles, si on peut dire, puis toutes les inscriptions là, étaient remplies. Donc, ça avait vraiment été un beau moment. Puis en Estrie, il y avait quand même 119 groupes qui étaient inscrits là, à ce Zoom-là, puis qui étaient présents. Ouais. Donc, le but, là, ça a vraiment été de présenter les enjeux là, que ce nouveau cadre-là contient pour essayer de les vulgariser, de les expliquer parce que c'est complexe. Ouais. Fait que d'essayer de les expliquer aux groupes qui vont être les principaux concernés par ces changements-là. Donc, si le jargon communautaire peut des fois être un peu difficile, le jargon gouvernemental et les méandres des processus le sont aussi beaucoup. Oui, en effet. Tu en as parlé un petit peu tantôt, là. C'est la première fois dans l'histoire qu'on va avoir un cadre qui n'est pas négocié. Et ça, c'est vraiment un recul majeur pour nous dans le respect de notre rôle d'interlocuteur. Oui, c'est inquiétant. Ah, c'est plus qu'inquiétant, c'est même... Oui. Révoltant. Oui. On pourrait dire révoltant? J'irais jusque-là. OK, let's go. On y va avec révoltant. On est révolté. Donc, une grande participation, près de 1000 personnes. C'était vraiment un beau moment, c'est ça, d'être ensemble, rassemblés. Les gens y étaient révoltés. On avait un espace commentaire là, dans ce grand Zoom-là quand les Zooms, justement, y ont été présentés. On va faire une petite pause musicale. On va respirer un petit peu suite à cette belle introduction. Puis, on va reparler un petit peu plus en détail. Alors, j'essaye quelque chose pour vous faire jouer peut-être une pièce d'une rappeuse que j'adore qui s'appelle Calamine. De retour à l'émission J'aime le communautaire. Merci Calamine, qui est une artiste. Si vous connaissez pas Calamine, allez la découvrir sur les
les plateformes d'écoute en ligne. Voilà. Alors, on parlait du fameux PESOC, le programme de soutien aux organismes communautaires, car oui, l'État a fait le choix un jour de financer et de reconnaître les groupes communautaires. Et bien, c'est très bien, mais c'est juste que... avec les années, hein, c'est comme si le gouvernement a le goût de s'approprier un petit peu ce qu'on fait et de faire un petit peu qu'est-ce qu'ils veulent de nous, mais ils se retrouvent à faire face à des interlocuteurs, à des regroupements, à des mouvements de mobilisation du milieu communautaire, qu'on n'aime pas ça, se faire enfiroiper. Et les interlocuteurs, qui sont-ils, justement? On parlait des interlocuteurs là, du communautaire ou des cadres normatifs d'habitude qui sont négociés avec ces interlocuteurs-là, mais c'est quoi un peu ce rôle-là, puis qui sont-ils? Bien, le ROC de l'Estrie, on est interlocuteur ici auprès du CIUS, au niveau des organismes en santé et services sociaux. Puis au niveau national, comme on le parlait un petit peu tantôt, bien, c'est la CITROC, la Coalition des tables régionales d'organismes communautaires, qui est interlocutrice auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux, ainsi qu'il y a 2 interlocutrices. Il y a aussi la TRPOCB, qui est la Table des regroupements provinciaux des organismes communautaires et bénévoles. Bravo. C'est un acronyme difficile. On l'appelle communément la table. Donc, oui. La table et la CETROC sont les 2 interlocuteurs au niveau national. Donc, si vous n'étiez pas là avec nous au début de l'émission J'aime le communautaire, la belle voix qui parle, c'est Dominique Vigneux-Parent, directrice du ROC de l'Estrie. Donc, Dominique, je te laisse continuer par rapport à un peu l'explication du rôle d'interlocuteur-interlocutrice. Bien oui, ce rôle-là, Claudia, on pourrait comparer un peu ça à celui des syndicats. OK. Un syndicat qui défend ses membres. C'est un peu ça notre rôle vraiment ici au ROC de l'Estrie. Oui. Hein, il y a la CETROC, comme je vous disais, qui est interlocutrice au MES, puis il y a toutes les TROC-ROC qui sont interlocutrices auprès de leur région. Il faut comprendre qu'on a différents cadres. Hein? On a des cadres, une convention d'abord, on a un cadre régional, on a un cadre national, on a même une politique de l'action communautaire autonome. Ouais. Donc, tous ces documents-là, ils gèrent en quelque sorte le fonctionnement du PESOC, du Programme de soutien des organismes communautaires. Là. Puis tous ces documents-là ont toujours été négociés de bonne foi pour convenir là, aux 2 parties, tant la partie gouvernementale que la partie communautaire. Bien, puis pour celles et ceux qui ont peut-être quelques préjugés, dont le milieu communautaire, on sait bien, ne sont pas très organisés. Il n'y a personne qui check vraiment ce qu'ils font, etc. Bien, c'est assez faux, cette croyance-là, parce que justement, comme tu viens de le nommer, tous ces cadres-là, ces documents-là, les choses qu'on a assignées, les comptes à rendre qu'on a à faire aux bailleurs de fonds à chaque année font que c'est assez régularisé puis assez bien encadré. Au contraire, là, y a d'autres pans de la société qui sont bien moins surveillés. Ah oui, beaucoup moins, Claudia. Là, on ne partira pas là-dessus. Là. Mais donc, où t'en étais? Donc, Oui, bien, je te dirais que tous ces documents-là, si on simplifie, là, ils servent vraiment à amener plus d'équité au sein des organismes. Hein? À empêcher un petit peu de contourner des règles, à empêcher que ça puisse se faire. Ouais. Puis à venir un peu mettre vraiment de l'équité au sein des organismes communautaires qui malheureusement ne le sont pas tous équitables. Non, c'est sûr. Donc, c'est pas tous les organismes communautaires qui peuvent justement bénéficier d'un financement au PESOC. Il y a des critères à respecter très clairs. Donc, entre autres, les 8 critères de l'action communautaire autonome, mais c'est pas les seuls. Donc, il y a tout un processus là, qui fait en sorte justement que quand tu es admissible, justement, comme organisme à ce programme-là, bien, il y a toutes sortes de choses après qui balisent un peu, que ce soit au niveau de la répartition des financements du gouvernement et tout ça, pour essayer de tendre vers plus d'équité, mais c'est quelque chose... c'est un travail... C'est un travail de tous les jours. Oui, de tous les jours. Comme en lien avec les droits des femmes. Hein? C'est ça. C'est une bataille sans fin. On garde espoir. Dans le fond, on vise à faire de l'équité, mais est-ce que les manœuvres du gouvernement actuel vont à l'encontre un peu de ça? Bien, en effet, parce que ce nouveau cadre-là, il va venir un peu permettre de contourner des règles qu'on avait déjà. Il vient créer des brèches dans un programme
pour financer des groupes un petit peu selon la volonté du gouvernement. Et non selon ce qu'on appelle, nous, dans notre milieu, une approche globale. OK. Qu'est-ce qu'est l'approche une approche globale. Une approche globale, là, c'est vraiment... Comment je dirais ça? Tu sais, on est des citoyens, on a des multiples rôles dans la vie. Moi, je suis une femme, je suis aussi une maman chez moi, puis je suis une personne handicapée. Donc, dans une approche globale, il faut vraiment tenir compte de l'ensemble de ces choses-là. Tu n'es pas juste directrice du ROC de l'Estrie. Non, je ne suis pas juste directrice. Okay. Et si on aide seulement les femmes sans aider mon rôle de mère, mon rôle, tous les autres rôles de la société, ben dans notre milieu, c'est pas comme ça qu'on va travailler en prévention. Ouais. C'est vraiment ça, un des critères de l'action communautaire autonome qui est très important, de travailler dans une approche large et globale qui vise à travailler sur les causes des problèmes sociaux de manière large et non très spécifique. Ça, dans la vision qu'on a vue, c'est ça, de la CAQ dernièrement, de multiples domaines, ne sont pas trop axés là-dessus, ou ils n'ont pas l'air vraiment on n'est pas sur le même, la même longueur d'onde. Ils ont plus envie d'investir sur ce qu'ils jugent prioritaire. Spécifiquement. Oui, en effet. Voilà. Et il y a des processus démocratiques. Si je reviens un peu au cadre normatif, là, comme on l'a dit, dans les années antérieures, là, dans le passé, c'était négocié, on essayait qu'il y ait des processus quand même démocratiques qui faisaient que quand il y avait des choses au national qui se passaient, on prévoyait du temps pour ramener ça dans nos régions, dans les organismes pour qu'ils puissent comprendre les enjeux. Là, on n'est pas là du tout, là. Non, là, le ministère veut travailler de façon très rapide et c'est le principal problème, je dirais. Parce que ça fait qu'il va faire fi de nos processus démocratiques. Quand tu viens de le dire, nous, on a besoin de faire des allers-retours entre les membres parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. On n'est pas les chefs des organismes communautaires. Non, c'est pas nous qui décident. Non. C'est les membres qui décident dans quelle direction on doit aller. Donc, il faut être à l'écoute, puis il faut avoir des moments qui nous permettent d'écouter ces membres-là. Et là, on se retrouve... On se retrouve devant un recul majeur parce que le gouvernement veut changer les règles très rapide. Ouais. C'est comme un peu, moi, je comparerais ça, là, tu sais, quand on signe un contrat, là, on change pas les règles en cours de route. Hein? Si j'ai signé un bail, mon bail, je me suis engagée pour 1 an et il devrait être respecté. Ouais. Donc, c'est un peu la même chose. Là, le gouvernement veut travailler rapidement pour changer un élément, le cadre normatif, qui vient un peu briser le contrat que les organismes signent. C'est comme changer les règles en cours de route. Sans les avertir d'avance. Sans les avertir, sans leur demander même. Leur avis. Puis même en l'imposant, tu sais. Fait que c'est un peu... Il essaye un peu de passer ça, tu sais, comme, let's go, c'est ça maintenant qui se passe, mais en analysant certains documents que nous, on a accès en tant qu'interlocuteur quand même au niveau des regroupements, on voit beaucoup d'angles morts puis beaucoup d'enjeux quand même réels là, pour les groupes communautaires. Là, qu'est-ce qu'on a pu analyser avec les documents qu'on a pu avoir là, sous embargo, là, tu sais, qu'on peut pas il faut comprendre que toutes ces nouvelles règles-là vont venir vraiment complexifier le travail des organismes sur le terrain, au lieu de le simplifier. Hein, nous, ce qu'on demande... Tu sais, ça date pas d'hier, les organismes communautaires, vous l'avez sûrement déjà entendu, ils demandent du financement à la mission. Oui. À la mission globale, qu'on appelle. Ça, c'est un financement général qui permet de financer l'ensemble des activités de l'organisme, les salaires, les locaux. Oui, pour la mission de l'organisme, donc pour faire les 8 critères de l'action communautaire autonome, que là, je ne prendrai pas le temps aujourd'hui de tout vous les expliquer parce qu'on pourrait faire une émission là-dessus. Oui. Donc, où est-ce que je m'en allais? Donc, le financement à la mission globale, c'est vraiment ce qui est le plus simple pour les organismes et ce qui est le souhait des organismes. Mais là, on a un gouvernement qui, lui, veut plus contourner un peu ces façons de faire là,
puis amener un peu une approche qui contraste avec nos valeurs, avec notre culture. Tu sais, nous, on a besoin de prendre notre temps, on a besoin d'être moins dans une approche qui est centrée sur la productivité, comme dans le reste de la société. Oui, puis sur le curatif, là, on n'est pas là pour sauver la vie de personnes. On aide et on soutient beaucoup, mais on n'est pas là pour guérir. Non, on travaille en prévention. Ça, c'est un mot très important dans le milieu communautaire. Vraiment. On n'est pas là pour répondre aux besoins du réseau public. Non. C'est pas du tout ça notre rôle. Non. Même si on sait qu'il est comme sur le bord de... Même si on sait qu'en effet, il craque de partout, puis ça se retrouve souvent que c'est nous, qui se retrouvent à répondre à certaines problématiques qui ne sont pas répondues par le réseau, mais ce n'est quand même pas notre rôle. Non. Et donc, excuse-moi, ça vient complexifier un peu. On a besoin de temps, on est en prévention, on en était là un peu. Là, on est majoritairement en prévention plutôt qu'en curatif. Puis peut-être le rapport au temps aussi, quand on veut aller vite dans une société où tout va vite, bien, dans le milieu communautaire, c'est jamais ça qu'on a prôné, parce que faire les choses en collectif... Puis tu sais, aider les gens à, reprendre du pouvoir sur leur vie, améliorer leurs conditions de vie, bien, c'est pas quelque chose qui se fait en 3 rencontres de 15 minutes, malheureusement. Donc, ça pourrait être pas pire, mais... ça serait super le fun. Hein? Dans un monde de licorne, je pense que ça serait vraiment ça serait merveilleux. Mais dans la réalité, c'est pas ça. Ça demande de prendre le temps pour accompagner les personnes au quotidien. Créer un lien de confiance, faire en sorte que la personne elle se sente à l'aise pour, tu sais, des fois parler des volets un peu plus vulnérables de sa vie. Oui. Puis ça, ben cette approche-là, qui demande du temps, ben ça cadre vraiment mal, disons, un peu avec toute la lourdeur bureaucratique que ce nouveau cadre-là va nous amener pour les organismes. Donc, puis, les organismes actuellement, il faut comprendre aussi qu'ils sont déjà surchargés, ils sont déjà épuisés, ils vivent déjà beaucoup d'enjeux. Donc ça va naître un autre avantage qui, au lieu de les aider, va complexifier leur vie. Donc pour nous, on s'enligne vraiment pas dans la bonne direction. Et on a parlé un peu du financement à la mission, là, que c'est un peu le financement le plus comme recherché, là, mais comment on pourrait peut-être un peu, c'est quoi le lien entre ces modes de financement-là puis d'autres types de modes de financement que la CAQ essaye de plus en plus d'encourager, là? Bien, tu sais, la reddition de comptes, c'est du financement à la mission globale, c'est celle qui est la plus simple. Oui. Ça a été négocié, justement. Oui, ça a été négocié, puis c'est toujours à rappeler aussi, c'est je dirais. Que c'est vraiment fait pour que le groupe communautaire passe pas la moitié de son année à faire de la reddition de comptes, que ce soit un moment important dans l'année de rédiger un rapport annuel, de faire les états financiers, tout ça, de faire son assemblée générale annuelle, qui est un moment dans la vie démocratique du groupe qui est super importante. Mais il n'y a pas d'autres grands éléments là, hyper poussés là, à remettre aux bailleurs de fonds, là. Non, en effet, il y a beaucoup moins de paperasse, si on peut dire ça. Il n'y a pas 52 bureaucratie, pardon. Alors que d'autres modes de financement, qui sont le financement par entente ou par projet, qui sont plus ponctuels, par appel de projet, bien ça, c'est des financements qui sont plus lourds, qu'on dit, parce qu'ils viennent avec davantage de paperasse, davantage de statistiques à fournir, davantage de choses comme ça. Alors que les organismes, dans une approche globale, devraient avoir le temps de se consacrer davantage à répondre aux besoins de leurs membres, au lieu de remplir continuellement diverses paperasses pour avoir de plus en plus de financement. Ben oui, voilà. Donc, il est 13h27, on va aller à 28 et on va aller à une petite pause publicitaire et on vous revient tout de suite après la pause. Il est 13h28. Et on revient à l'émission J'aime le communautaire. Claudia Fiori-Leduc, toujours au micro avec vous pour poursuivre cette émission-là, animée cette semaine par le regroupement des organismes communautaires de l'Estrie, le ROC. Donc, on parlait de mode de financement, de ce qui se passait au niveau politique du gouvernement, du ministère de la Santé et des Services sociaux qui essaie de rentrer dans la gorge des groupes, de leur imposer de manière très cavalière, allons-y comme ça, un nouveau cadre normatif qui allait quand même beaucoup changer les choses et qui a
on sent on sent des intentions déguisées un peu derrière tout ça, d'instrumentaliser les organismes communautaires. Nous, on le voit parce qu'on est pas mal, presque tous les jours là-dedans, à l'affût de ça, à analyser le tout, et ça se dessine très bien. Et un bel exemple pour illustrer ça, c'est un peu, on parlait du financement par projet, qui est souvent un peu plus lourd aussi. Mais de y aller par le financement par projet, qui est souvent des appels d'offres ou de projets en lien avec des priorités ministérielles ciblées. Donc, le ministère a des priorités, puis là, il nous impose un peu ces priorités-là en échange de cash, bien évidemment. Et là, ça, qu'est-ce que ça crée? Bien, il faut comprendre, Claudia, que, tu sais, le gouvernement investit des sommes à la mission globale générale, ouais. C'est-à-dire pour tous les organismes, les 3400 qui sont financés au programme de soutien, financés et reconnus au programme de soutien pour les organismes communautaires. Mais il investit aussi des sommes dans des priorités que lui va déterminer. Ouais. Par exemple, dans divers plans d'action. On entend souvent ça. Un plan d'action en santé mentale, plan d'action en itinérance, en violence conjugale, etc. Souvent en lien avec, des causes, des fois aussi des situations qui font un peu plus la une dans les médias. Oui, c'est un peu je vais y aller comme ça, ouais. Pas la saveur du mois, mais la saveur de l'année, mettons. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis il faut comprendre que ces priorités-là, ils viennent un peu amputer l'enveloppe globale là, qui va être versée à tous les organismes. Oui. Puis de notre côté, les ROC et les TROC dans chaque région, on travaille à essayer d'amener toujours plus d'équité au sein de notre milieu. On en a parlé tantôt. Pour tous les secteurs. Pour l'ensemble, que ce soit femmes, santé mentale, les hommes, les jeunes, l'ensemble. Oui. Parce que les besoins sont importants vraiment partout. Puis le ministère, lui, il travaille un peu à l'inverse. Oui. Il travaille en ciblant des secteurs spécifiques dans lesquels ils souhaitent investir davantage. Donc, on est un peu vraiment en désaccord par rapport à cette façon de faire. Mais Dominique, il paraît bien quand il fait ça, quand il fait ces belles annonces, là, il a mis tant de millions là, pour telle cause et telle cause, là, la population en général a l'impression qu'on a full d'argent dans le milieu communautaire puis qu'on n'est pas si à plaindre. Tu sais, c'est quand même assez stratégique, tout ça, pour eux. C'est très stratégique, Claudia, très, très. Mais est-ce que ça répond vraiment aux besoins de la population? Puis est-ce que ça règle les choses? C'est là où, en tout cas, de notre côté, la vision diverge. Voilà, c'est qu'il y a toujours des angles morts à ça. C'est quand on donne beaucoup en santé mentale, puis il y a personne qui va dire que c'est pas correct de financer mieux la santé mentale, on le sait. Puis tant mieux qu'on en parle plus, puis que ça soit mieux financé justement par l'État. Mais pendant ce temps-là, on parle pas tant des groupes en lutte écologiste. On parle pas tant des organismes pour les personnes handicapées. On parle, tu sais, il y a les maisons de jeunes. Il y en a plein. Il y a plein d'autres organismes que quand on fonctionne comme ça, c'est un peu de dire, cette année, je vais prioriser 5-6 organismes au détriment des autres. Puis il aimerait bien qu'on fonctionne un peu comme des lobbies, de faire nos représentations, puis de convaincre les gentils ministres de nous donner tant à tel secteur. Mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On a décidé d'être solidaires. On a décidé qu'on avait besoin de travailler dans une approche globale de prévention. Puis c'est vraiment ça la clé pour nous. Puis on changera pas d'idée là-dessus pour faire plaisir au gouvernement. Nous, on le sait que c'est de travailler sur les déterminants de la santé dans une approche comme ça, qui est vraiment ça qui va aider à répondre aux besoins de la population. Oui. Effectivement. Et là, il y a un grand événement quand même qui s'en vient au niveau de la politique provinciale. Tu me fais des grands yeux, là, mais tu le sais, c'est quoi le grand événement? Là? C'est le budget. Le budget de la CAQ, donc le budget du gouvernement provincial qui s'en vient le 21 mars, je crois, qui sera dévoilé. Et c'est toujours un moment important pour nous. On se rassemble aussi. Il y aura une écoute collective là, organisée par Solidarité
populaire Estrie, justement, SPE, qui sont nos collègues à cette émission-là de J'aime le communautaire. Et on peut se prononcer, dans le fond, le mouvement, on se prononce suite aux annonces en lien avec le budget. On s'attend pas à grand-chose cette année, malheureusement, mais parfois, il y a des sommes ajoutées, justement, au financement des groupes communautaires. On a hâte de voir un peu comment ça s'enlignera. Bien, on a surtout hâte de voir, tu sais, cette année, le taux d'indexation était quand même assez élevé, hein? Fait qu'on a quand même hâte de voir si le gouvernement va au moins être capable d'indexer nos programmes à la hauteur des coûts de fonctionnement. L'explosion des coûts partout, là, parce que l'inflation, ça nous touche aussi, là, je veux dire, l'électricité pour les gens, la nourriture, les groupes communautaires qui a des cuisines, des popotes roulantes, etc., sont très atteints par ce qui se passe en ce moment. Là, tout le monde, on l'est personnellement, mais ça touche aussi beaucoup les organismes communautaires, donc ça serait juste logique qu'il y ait, c'est ça, une indexation à la hauteur des besoins, mais bon, même ça, on doute que ça se passe, et une réalité assez présente aussi dans notre milieu en lien avec le manque de financement chronique, là, de financement à la mission, c'est de garantir en fait des emplois qui ont des conditions décentes pour les personnes qui travaillent dans les milieux communautaires, donc de pas juste vendre son âme au communautaire pour la belle mission, mais bien aussi d'être capable d'en vivre décemment. Et c'est quand même un problème qui, au fil des années, est devenu assez important pour les groupes, et les membres du Roc de l'Estrie l'ont signifié plusieurs fois, nous l'ont signifié plusieurs fois au regroupement, et ce qui a mené à une belle démarche que je vais laisser ma collègue Émilie Théroux, agente de communication au Roc de l'Estrie, expliquer un petit peu. Est-ce que tu es à l'aise d'expliquer un peu le début de la démarche, vu que tu étais quand même aussi bien impliquée dans ce grand projet? Bien oui, tout à fait. En fait, la demande, elle est partie concrètement des membres du ROC. C'est vraiment une demande qui a été déposée l'année dernière à l'Assemblée générale annuelle du ROC. Ils nous ont demandé de dresser un portrait des conditions de travail. Donc, comme tu le disais, les conditions de travail dans le milieu communautaire sont inégales, puis c'est un problème qui revient depuis des années. Ouais. Fait qu'on voulait dresser un portrait complet de ce qui se passe ici en Estrie, avec vraiment un portrait régional. Le ROC a fait ça. On a monté un sondage, un questionnaire qu'on a fait parvenir aux directions d'organismes communautaires, mais aussi aux personnes qui travaillent, donc aux personnes employées, pour savoir un peu c'était quoi les conditions de travail qui nous entourent dans le milieu communautaire. Puis dans ça, il y avait plusieurs espaces où est-ce que les personnes pouvaient nous donner des commentaires puis nous aligner vers des choses. Fait qu'à suite à ça, après avoir lu les commentaires, on s'est dit que ça nous prenait un moment ensemble pour réfléchir, puis pour échanger, pour voir qu'est-ce qui se passe un peu partout. Bien, parce que c'est le fun d'avoir des données, là, mais au-delà de ça, il faut voir ensemble, OK, mais qu'est-ce qu'on fait, tu sais, avec cette situation-là, là? Exactement. Fait que là, de ça est venue l'idée d'organiser une journée de réflexion le 4 avril prochain, donc très, très bientôt, dans 4 semaines. On est bien énervés. On a envoyé l'invitation à nos groupes la semaine prochaine, donc la semaine dernière, pardon, oui. Ça va, pas grave. Fait que les inscriptions rentrent tranquillement. On espère pouvoir se réunir, puis on leur prévoit une petite programmation là, de plusieurs activités différentes. Je peux vous en parler un petit peu. Là, il risque d'y avoir une présentation au début où est-ce qu'on va mettre un peu la table de c'est quoi justement la conjoncture dans laquelle on est présentement, conjoncture économique, politique. Parce qu'on s'inscrit le mouvement communautaire dans une société, dans un Québec, dans un Canada, dans une Amérique du Nord et sur une planète Terre. Hein, nous sommes assez mondialisés. Fait que c'est important de parler de la conjoncture parce que maintenant, il y a quand même des effets directs là, sur nous, là, de ce qui se passe même ailleurs dans le monde, là. Je t'ai-tu perdu avec Non, t'as exactement raison. Et c'est parce que je veux pas non plus dévoiler trop de punch, comme on dit. Mais ce sera dynamique. Oui, ça va être quelque chose... On a vraiment prévu diverses activités très différentes. Il va y avoir des ateliers en sous-groupe où est-ce que quand on est un plus petit groupe, c'est plus facile de s'exprimer. Puis après, il va y avoir des retours en grand groupe. Il va y avoir des ateliers, on a même prévu une exposition. Fait que, on va pouvoir... il va y avoir une petite exposition sur place là, pour les organismes. Puis vraiment, le clou de la journée va être la finale, de ce qu'on appelle dans notre jargon. Un numéro de cirque? Non?
Ah, maudine! Ben, écoute, si t'as envie de nous préparer ça, ça pourrait être intéressant. Non, mais c'est ce qu'on appelle une plénière. Fait que c'est vraiment un grand moment d'échange. On va avoir pris toute la journée pour réfléchir ensemble sur divers enjeux. Ouais. Sur ce qui est ressorti là, du fameux portrait que je parlais tantôt, on a ciblé des éléments qui revenaient souvent, qui revenaient fréquemment de diverses personnes. Les conditions de travail dans le milieu communautaire. Oui, vraiment en lien avec les conditions de travail. Tu sais, quand on pense conditions de travail, on pense souvent au salaire, mais c'est pas que ça. C'est vraiment tout ce qui entoure, notre travail au quotidien. Les conditions, la souplesse de l'horaire, des avantages sociaux, des congés familiaux autres, des fois un peu plus. C'est quand même toujours quelque chose que le milieu communautaire a quand même mis de l'avant, de par le fait que des fois, on ne pouvait pas compenser au niveau d'un salaire horaire compétitif, disons. Là. Oui, puis c'est ça. On est un milieu majoritairement féminin, donc c'est ça. On le constate qu'on est souvent à la remorque, ou en tout cas derrière. Eh bien, oui, mais c'est sûr. En plus, j'entendais notre collègue de Concertation Famistrée à Radio-Canada ce matin qui nommait des chiffres en lien aussi avec les salaires des femmes par rapport aux hommes, là, tu sais, puis on n'est pas à la parité, là, tu sais. Donc, c'est sûr qu'au niveau du milieu communautaire, majoritairement féminin, s'octroyer, on dirait aussi, même comme entre nous, mais même qu'on soit capable de reconnaître la vraie valeur du travail fait à tous les jours, majoritairement, c'est ça, par les femmes qui sont dans les groupes communautaires, c'est ça. C'est fou comme on est en dessous quand même de ce que ça vaut vraiment, là. Tout ce qui est accompli, là. Oui, c'est ça. Donc, si je reviens un petit peu à la journée, on va, tu sais, cette fameuse plénière-là de retour en grand groupe, ce qu'on veut vraiment, c'est trouver des leviers. Donc, réfléchir ensemble, puis on veut se le dire, c'est quand même notre force là, dans le milieu communautaire de réfléchir ensemble, puis de trouver des idées, d'être créative et de trouver des leviers pour essayer de s'en sortir. Oui, le financement à la mission, c'est un gros morceau, mais c'est pas l'unique morceau. Il y a plein d'autres façons et je suis sûre que dans cette journée-là, on va être capable de trouver plein d'idées, justement, comme je le disais, très créatives, qui sortent un peu parfois des sentiers battus, mais c'est ça, c'est vraiment notre force, puis ça, c'est vraiment aussi ancré dans nos valeurs de démocratie, où est-ce qu'on peut prendre le temps, vous en parliez tout à l'heure avec le cadre, là, où est-ce qu'on peut prendre le temps de réfléchir, de voir un peu les enjeux avec chacune des décisions qu'on prend, voici quelles vont être les conséquences de telle décision, et donc c'est pour ça qu'on prend ces décisions-là. Et se solidariser aussi, parce que dans un monde, c'est ça, vous savez, dans l'individualisme, les groupes, des fois, veulent agir, mais en ayant conscience de l'ensemble, un peu ces journées-là nous permettent d'entrer en contact avec les autres, de se réseauter, de comprendre un petit peu mieux des fois les réalités de d'autres organismes qui connaissent peut-être pas, mais ça permet vraiment de créer des liens puis de se solidariser pour justement arriver à des pistes de solutions puis des moyens d'action plus collectifs au lieu d'être juste dans d'être seul de son bord puis d'essayer de faire face à la pénurie de main-d'œuvre. On s'entend que ça peut être un petit peu difficile. Ça risque d'être un moment aussi un peu, tu sais, de solidarité, là, mais de prise de conscience collective dans le sens où est-ce que on espère, ou en tout cas, on souhaite que les personnes qui vont participer à la journée vont réaliser qu'ils ne sont pas toutes seules à vivre ces problématiques-là. Puis ça, c'est en lien en commun, avec l'approche globale, en lien avec l'action communautaire autonome, c'est de se dire, hey, moi, j'ai un problème où je vis une situation désagréable, ben je vais aller vers les autres, je vais partager ça, puis peut-être je vais me rendre compte que les autres aussi peuvent vivre ça, puis on peut se mettre ensemble après pour agir, puis vraiment essayer de régler le problème à la source, notre but ultime, qu'il n'y ait plus de pénurie de main-d'œuvre. Un petit objectif de même, que ça aille bien. Mais non, mais un objectif plus réaliste, c'est vraiment aussi d'améliorer les conditions de travail, de se mettre ensemble aussi pour que les gens aient le goût de venir travailler avec nous, puis qu'ils ne s'appauvrissent pas en venant travailler dans le milieu communautaire. Donc, merci beaucoup, Émilie. Il y a eu une petite recommandation musicale ici, suite à notre préparation de l'émission. Alors, on y va tout de suite avec une pièce de Dolly Parton, 9 to 5 ou 9 à 5 en français. Alors, on y va et on revient après la pièce musicale.
Quelle voix, cette Dolly Parton. Merci, les filles, pour cette proposition. Je crois que je vais me mettre à écouter un peu plus de Dolly Parton dans les prochains jours. J'ai bien aimé le petit swing de la tourne. Dans les karaokés, c'est toujours gagnant. J'avoue! Le karaoké, on serait bien dû. Alors, 8 mars, un petit rappel, dernier segment de l'émission J'aime le communautaire. Vous êtes avec Claudia Fier-Élodic au micro pour cette émission pilotée par le Rock de l'Estrie. Et nous sommes le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. On voulait faire un petit rappel en tant que féministe là, dans la salle, majoritairement dans la salle, que cette journée, quelle est-elle un peu la nature de cette journée-là? Rappelez un peu la nature de cette journée-là. Émilie, chère collègue du rock. Oui, bien, en fait, tu dis qu'on est toutes les trois des féministes, mais on s'implique aussi ailleurs. En plus d'être une travailleuse du rock, je suis aussi une femme impliquée. Ah oui! Je m'implique, entre autres, je suis sur le conseil d'administration de la Fédération du Québec pour le planning des naissances, qui est une fédération nationale, donc qui regroupe des groupes d'un peu partout au Québec. Qui travaillent en santé sexuelle et reproductive. Fait que là, on s'était parlé, moi et Claudia, aujourd'hui, puis on s'est dit, c'est le 8 mars, de quoi? Faut quand même le souligner. Donc là, j'étais comme, on pourrait parler un petit peu de la justice reproductive, qui est une lunette d'analyse qu'on utilise à la Fédération du Québec pour le planning des naissances, qu'on appelle plus communément la FQPN. La FQPN. Oui, un autre acronyme. Let's go. Donc là, je réfléchissais hier soir, puis j'étais comme, est-ce que je peux essayer de vous expliquer un peu c'est quoi la justice reproductive? Bien sûr. En étant dans des mots clairs. C'est une émission qui parle d'enjeux de justice sociale. Fait que je pense que de parler de justice reproductive, ça a quand même bien du sens de nous vulgariser ce beau concept. Donc, je vais me lancer, puis on verra jusqu'où ça nous mène. Puis, si tu veux intervenir, Dominique, n'hésite pas avec nous. La justice reproductive, finalement, c'est une lunette d'analyse. C'est une façon de voir les choses, c'est une grille d'analyse. C'est les lunettes avec lesquelles qu'on met et qu'on regarde le monde autour de nous. C'est un mouvement qui est né... en tout cas, c'est un concept qui est né principalement aux États-Unis par des femmes noires dans les années 90. Le féminisme existait déjà à l'époque. Ben oui. Mais ces femmes-là se sont regroupées puis se sont dit, on se retrouve pas dans l'entièreté du mouvement féministe. Il y a des réalités, des vécus qu'on vit, des vécus qu'on vit à tous les jours. Ben oui, nous vivons. Qui sont propres à nous. Ouais. Fait que finalement, ils se sont, un peu comme on veut faire avec la journée du 4 avril, ils se sont rassemblés. Voilà. Ils ont discuté, puis ils ont essayé de trouver des leviers, puis ils ont mis des mots sur des concepts qui peuvent paraître parfois un peu... nébuleux? Nébuleux ou, plus universitaires, très théoriques, mais qui, au quotidien, ce sont des vraies personnes qui les vivent. La justice reproductive, c'est un amalgame de 2 concepts. OK. Le premier, c'est la justice sociale. Oh yeah! Donc, c'est l'amalgame de la justice sociale et de tout l'aspect des droits sexuels et reproductifs. Donc, les droits fondamentaux des personnes, la recherche de l'équité, du respect de ces droits-là aussi, c'est sûr. Exactement. C'est un mouvement qui s'inscrit vraiment dans une continuité de lutte, donc des mouvements sociaux de lutte sociale et de résistance. Qui sont menés traditionnellement par des pans de la société qui sont davantage marginalisés. Donc, je parlais des femmes noires tout à l'heure. L'idée ou le concept est vraiment émané de là, mais il y a toutes sortes de sous-classes, ou en tout cas non, j'aime pas le mot classe, mais de sous-catégories dans le féminisme qu'on vit de façon très différente. Bien, ça fait le lien avec le thème de cette année de la Journée internationale des droits des femmes, qui est résistance féministe. Exactement. Qui rappelle que c'est pas une journée juste pour acheter des fleurs aux belles femmes de votre entourage, mais bien aussi c'est une journée de lutte là, à la base là, pour rappeler qu'il y a des mouvements, il y a encore toutes sortes de luttes qu'il faut faire là, pour les droits des femmes. Oui, exactement. Dans cette approche justement de justice reproductive-là, cette grille d'analyse-là, on met en application l'approche intersectionnelle. Donc, c'est vraiment
on en a parlé un petit peu dans les dernières semaines. Qui n'est pas un sofa, juste pour oui. spécifier. Non, ce n'est pas un chauffage sectionnel, c'est bien une approche. Oui. Et là, on va citer l'humoriste, là, tantôt que je vais la retrouver. Là, j'ai volé une blague à une humoriste féministe en lien avec ça, mais l'approche intersectionnelle, donc... c'est vraiment plein de mots. Oui. Pour dire que lorsqu'on accepte le fondement qu'il y a des inégalités dans la société, ces oppressions-là sont vécues de façon différente par l'ensemble des femmes et des communautés, comme je le disais, majoritairement marginalisées dans la société. Voilà. Donc, quand on accepte ça, l'approche intersectionnelle, c'est de dire qu'on n'a pas tous les mêmes vécus, on n'a pas toutes les mêmes réalités, fait qu'on ne vit pas les choses de la même façon. Non. C'est vraiment un mouvement de lutte. Donc, on revient encore à la thématique de résistance féministe, qui est un mouvement de lutte pour les droits. Donc, c'est vraiment les droits fondamentaux. Ce n'est pas des caprices, c'est vraiment des droits humains qui sont au cœur de cette approche, de cette lunette d'analyse-là. Et y a des enjeux dernièrement en lien avec la justice reproductive? Il y a même, ça fait encore l'actualité. Là, aujourd'hui, il y a une série justement qui sort sur Crave sur Daigle. Sylvie Daigle? Chantal Daigle. Ça merci. s'appelle Désobéir. Oui, je me suis peu informée là, sur ça va être quoi, mais c'est ça. C'est l'histoire qui raconte, qui est une histoire assez méconnue ici au Québec. Mais moi, j'ai des souvenirs quand même de tout ça. Fait que ça l'avait fait quand même, les manchettes. Puis j'étais petite, là. C'était des années début 90. C'était en 1989, l'histoire de Chantal Daigle, qui est une femme qui est enceinte, qui revendiquait son droit d'avorter et qui s'est rendue en plein été jusqu'à la Cour suprême. Ils ont rappelé les juges en plein mois d'août. Là, je me souviens plus de la date exacte là, au mois d'août, là, mais ils ont rappelé les juges pour que la Cour suprême statue et lui réaffirme son droit, qu'elle avait le droit de mettre fin à sa grossesse. Oui. Donc, d'autres enjeux? Mondialement, il y a des enjeux un peu partout, que ce soit, on parlait de diversité de populations marginalisées, c'est sûr que toutes les luttes LGBTQIA+, qui prennent de plus en plus de place dans les médias sont au fondement de la justice reproductive. Quand on parle d'hommes trans ou de femmes trans ou de personnes non-binaires, ne serait-ce que leur accès aux services est complètement... Tu sais, c'est souvent... En fait, leurs droits sont complètement niés très souvent, donc... Parce qu'il n'y a rien d'adapté, dans le fond, pour ces réalités-là, nécessairement, même au niveau légal ou au niveau même de la structure. Ce que je connais un peu plus, c'est le droit à l'avortement. Oui. C'est bon qu'on en parle. Hein? Mais oui, c'est ça. Mais on prend, par exemple, dans les cliniques, pour être remboursé un avortement, on doit absolument cocher « femme ». Si un homme trans, par exemple... C'est vrai? En tout cas, si on veut que le CIUS puis le ministère rembourse les cliniques... par exemple, même si ça fait 10 ans, moi, que je suis peut-être un homme trans, justement. Oui. OK. Pour que le ministère rembourse la clinique, il faut absolument que la case femme ait été cochée. Bien, en tout cas, là, ça, c'est de la bureaucratie, mais ça fait quand même des années qu'on revendique, qu'on lutte, comme on disait, qu'on dit au gouvernement que c'est un problème, mais c'est toujours pas réglé. En tout cas, à ce jour, à ma connaissance, c'est toujours pas réglé. Donc, merci de nous éclairer un petit peu là-dessus. On pourra reparler d'autres enjeux, mais je veux juste parler que la belle blague de divan, en lien avec l'approche intersectionnelle, que ce n'est pas un divan, c'est l'humoriste féministe Coralie Laperrière. Si vous voulez aller la suivre sur les réseaux sociaux, c'est une fille engagée super intéressante à suivre, qui fait de l'humour, du stand-up aussi, bien engagée. On aime ça. Il n'y en a pas assez. Et pour nos auditeurs, peut-être que je pourrais même mettre ça sur les réseaux sociaux du rock aussi pour être capable de la retrouver plus facilement, là, sans problème. Je peux faire ça cette semaine. Elle a fait une blague, en fait, avec un sofa, puis tout ça. C'était très drôle parce que ça l'a fait la manchette la semaine passée, justement, au niveau de la CAQ, là, au niveau même de la ministre, là, la ministre de la Condition féminine, qui ne reconnaissait pas là, cette lunette-là, dans le fond, là, d'analyse dans l'application ou dans
même la création de nouveaux, que ce soit programmes politiques, lois, etc. Là. Oui, ben on vivait un peu la même chose qu'avec le racisme systémique. Voilà. C'est un peu la même chose. Le gouvernement qui recette. arrivait, qui disait non, moi, ce n'est pas ma définition, même si ce sont les groupes de base qui se sont appropriés cette définition-là et qui l'ont mis sur pied. C'est Lui des ne la approches. reconnaît pas. Tu sais, c'est ça, c'est notre mouvement, on est à la base souvent bien dans l'ombre, là, c'est sûr, mais de tellement de changements sociaux, dont ça, ces analyses-là qui nous permettent vraiment, c'est porteur vraiment de plus d'équité, de plus de justice sociale, mais ça prend tellement de temps avant que ça se rende un peu en haut là, du sommet de la pyramide de nos chers dirigeants, puis qui enfin plie, là, tu sais, il faut comme toujours, là, c'est à force de lutte durant des années, puis c'est un peu ça des fois dans la militance qui peut être dure parce que ça peut prendre des années puis on se rend compte que des fois il n'y a pas grand-chose qui change puis on aimerait donc ça, on a espoir que ça puisse changer plus vite mais quand même, on peut quand même se dire qu'il y a quand même plein de victoires en lien avec les luttes féministes. Là. Entre autres, moi, j'ai trouvé ça vraiment touchant quand, au Québec, on s'est mobilisé l'été dernier, quand il y a eu l'arrêt, c'est Wade, là, aux États-Unis. Ouais, là. Roe versus Wade, là, donc les États-Unis qui ont reculé, la Cour suprême des États-Unis qui avait reculé sur le droit à l'avortement. Justement. Voilà. Donc, puis il y a une belle mobilisation au Québec, là, puis est-ce qu'au Canada, il y en a eu aussi? Oui. Donc, oui, de signifier mondialement, ça l'a choqué. oui, c'est ça. Donc, de signifier quand même que non, il n'est pas question que ça l'arrive peut-être ici, même si on n'est jamais à l'abri. Donc, c'est toujours d'un peu de rappeler ça. Donc, aujourd'hui, 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, une belle journée de lutte. On a parlé de lutte en lien avec le bras de fer que nous menons auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux. Merci beaucoup, Dominique Vigneux-Parent, directrice du Roc de l'Estrie. Merci à toi, Claudia. Merci. Formidable animatrice. Ah, ça fait plaisir. Merci de nous avoir vulgarisé ce dossier, ces enjeux qui sont assez complexes, mais qui pourtant arrivent. Là. Si ça continue, la CAQ, on ne l'a pas nommé, mais il adopte ça au Conseil du Trésor. Prochainement, puis ça va être en vigueur le 1er avril pour les groupes. C'est incroyable. Donc, peut-être une mobilisation à venir des groupes communautaires. Si vous les entendez rugir dans les brancards prochainement, c'est peut-être parce que à cause de ces beaux enjeux. Et merci beaucoup, Émilie Théroux, agente de communication au Roc de l'Estrie, d'avoir été là. Merci beaucoup, Claudia, de m'avoir invitée à l'émission J'aime la communautaire. Merci d'avoir jasé de cette journée-là ensemble pour de meilleures conditions.